assez fou pour faire des pronostics. Vous savez. Je me demande si l'Europe existera. Si elle existe, ce ne sera pas une Europe de 30 États. Ce sera une Europe de 10 États, l'Europe de l'Ouest, qui sera une Europe politique, qui fera partie de l'espace économique européen, qui appliquera des règles concernant l'économie. Il y aura... On peut penser, si vous voulez, mais encore une fois, je vais dire, je vais faire preuve de beaucoup d'audace là où il faudrait faire preuve de beaucoup de modestie. Il y a l'Europe occidentale, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Afrique. Et puis il y a l'Indonésie et autres, l'Australie. Est-il imaginable que finalement le monde s'organise en régions, ce qui serait souhaitable, se régulant à l'intérieur et se régulant entre elles à l'échelle internationale? C'est le seul espoir. J'espère, mais je n'y crois pas beaucoup. On savait qu'elle viendrait. Et elle viendra s'accélérer à mesure que la Chine, qui a construit 4 ou 5 complexes industriels pour fabriquer des voitures, deviendra consommatrice. J'entends bien que la consommation par voiture aura tendance à baisser. Mais le nombre de voitures aura tendance à augmenter considérablement dans le monde. Je crois qu'il est apparu que la consommation chinoise a doublé en 3 ou 4 ans. La consommation chinoise de carburant a doublé en 3 ou 4 ans. Alors là se présente un autre problème qui est redoutable et qui nous permet d'aborder le problème agricole. C'est celui de la production d'agrocarburants. On a été fou de laisser se développer en désordre, sans règle du jeu, la production d'agrocarburants, sans se rendre compte qu'elle porterait atteinte à l'équilibre alimentaire du monde, et non seulement qu'elle porterait atteinte à l'équilibre alimentaire du monde, mais à l'équilibre des prix, des prix agricoles dans le monde. Les agrocarburants menacent l'équilibre climatique de l'Amérique du Sud. Le Brésil a détruit quelques 200 000 hectares de forêt. Bon. Mais les agrocarburants risquent de s'étendre et de provoquer une raréfaction des produits alimentaires au moment où on a un besoin. En d'autres termes, c'est là la conclusion à laquelle je voulais en arriver. Il manque, en ce qui concerne les produits fondamentaux de la vie du monde, un organisme d'arbitrage, d'équilibre et d'orientation. Supposez qu'il existe et supposez que j'ai eu quelque influence sur cet organisme. J'aurais pris une décision, j'aurais proposé une décision, j'aurais dit l'agriculture produit des carburants pour elle-même, mais elle n'en vend pas à l'extérieur. C'est-à-dire que j'aurais limité la consommation, la production de carburant, de biocarburant, de l'agrocarburant, aux besoins de l'agriculture. Mais on a l'impression, et c'est extrêmement grave, que le monde n'est pensé nulle part en tant que réalité globale, en tant que réalité solidaire. Une bêtise faite ici a une conséquence à l'autre bout du monde. Et une bêtise faite à l'autre bout du monde a une conséquence sur nous. On a l'impression que chacun continue à considérer ses intérêts, à penser à ce qu'il peut gratter ici ou là, sans se demander quelles conséquences les décisions qu'il prend a sur l'équilibre général du monde, dont pourtant il dépend en définitive. On pourrait aller plus loin dans l'analyse du phénomène brésilien. Ils sont en train de casser le climat de l'Amérique du Sud. 200 000 hectares de forêt qui disparaissent, c'est un changement total de climat à court terme. Donc,
La leçon que donne, si vous voulez, cette réalité, c'est qu'il n'y a pas de lieu où la pensée, et à supposer qu'il y ait un lieu où la pensée, il n'y a pas de lieu où l'appliquer. Et à la vérité, on ne la pense pas parce qu'on a peur soit de l'appliquer, soit d'être incapable de l'appliquer. Les deux situations seraient exactement et également grotesques. Au risque d'être long, je voudrais aider à ce que on comprenne. La production agricole, la production, dépend de plusieurs facteurs. La surface disponible, l'eau disponible et le climat, disons, mais aussi de l'énergie disponible, parce qu'il faut de l'énergie pour faire ce boulot-là. Les surfaces disponibles sont grignotées, voire dévorées par les villes. Car il se trouve que les villes ont toutes été construites au départ dans des zones fertiles. Car la ville est née d'un marché agricole, d'un marché alimentaire, partout dans le monde. C'est vrai au Moyen-Orient comme c'est vrai à Paris. Paris est le centre géographique d'une des régions les plus fertiles de France. Donc, on s'est orienté dans une direction qui fait que, en grandissant, les villes détruisent leur propre grenier, enfin, le propre lieu de production alimentaire. Ajoutez à cela que l'eau des océans monte et que des régions comme l'Ardente, aussi bien que le Bangladesh, risquent de voir leur capacité de production diminuer. Donc, grosso modo, les surfaces diminuent. Deuxièmement, l'eau est devenue un bien rare. En Californie, par exemple, la concurrence que se font la plaine centrale très agricole, très irriguée, les jardins de ces messieurs-dames et l'industrie font que bientôt la Californie va être à sec pas tout à fait, enfin va connaître des manques d'eau. Alors on dit dessaler l'eau de mer, c'est vrai, mais combien coûtera dans l'usine, à la sortie de l'usine de dessalement, l'eau, et combien coûtera son transport à travers la Californie? On ne connaît pas encore les calculs. Et il est possible que le prix de l'eau qui résultera soit tel que l'irrigation, elle ne puisse pas servir à l'irrigation. Car lorsqu'on met 1000 mètres cubes d'eau par hectare ou 2000 mètres cubes d'eau par hectare suivant les cultures, si le mètre cube augmente de 100% ou de 200%, ça fait un effet sur les prix. Donc, on a l'impression que chacun va son chemin, suivant ses intérêts, et que personne n'est là pour dire, attention, il y a des catastrophes. Autre élément, c'est le climat. Alors, bon, le climat, c'est la banquise qui est en train de fondre et qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Vous me direz qu'en face, et c'est vrai, il y a des progrès, il y a d'abord la diffusion des progrès à travers le monde qui devrait permettre d'obtenir de meilleurs rendements partout dans le monde. Mais il y a aussi des progrès qui posent problème. Les OGM, par exemple. Alors, les OGM, on peut dire que, grosso modo, ils sont sans inconvénience identifiés en matière alimentaire. Mais leur inconvénient en matière d'environnement est évident. Alors les environnementalistes disent pas d'OGM. Moi je dis c'est pas la manière de résoudre le problème. Est-on capable d'éviter par des recherches nouvelles et des transformations des OGM, puisque ce sont génétiquement modifiés, on peut les modifier génétiquement encore une fois. Peut-on faire en sorte qu'il y ait des OGM qui ne soient pas nocifs pour l'environnement, c'est-à-dire qui ne transfèrent pas des parasites de l'hectare planté en OGM sur les hectares voisins qui ne sont pas plantés en OGM? On a l'impression qu'on
qu'on marche à l'aveuglette alors qu'on a les éléments de réflexion. Il n'y a pas de lieu où l'on se pose les problèmes synthétiquement pour essayer de savoir comment les résoudre. On continue à réfléchir nationalement, on ne pense pas mondialement, alors que le problème de l'équilibre alimentaire est un problème mondial. Alors je voudrais prendre un exemple. Il y a en Chine 800 millions de ruraux et les villes n'acceptent plus d'exode rural parce qu'il n'y a plus d'embauche en ville. Que vont-ils faire avec leurs 800 millions? Vous avez vu à la télévision le spectacle que donnaient les régions qui ont été perturbées par les tremblements de terre et autres. Donc, on a l'impression que tout va son chemin, que les conséquences sont internationales et que nous sommes incapables de penser internationalement. Or, l'alimentation, l'agriculture exigent une pensée mondiale parce que le problème est un problème mondial et un problème majeur. Je ne crois pas à la construction d'une nouvelle citoyenneté, à l'élaboration, à la naissance d'une nouvelle citoyenneté qui serait une citoyenneté du monde ou une citoyenneté des zones linguistiques du monde. Car il faut bien voir, ou bien on suppose que tout le monde parle anglais, ou en Asie tout le monde parle chinois, et en Amérique latine tout le monde parle espagnol. Oui, mais je crois que je ne crois pas à la citoyenneté mondiale. Je crois qu'il y a un civisme mondial. Je veux dire que nous nous sentons tous responsables de l'avenir du monde, mais ce qui ne fait pas une citoyenneté du monde, car nous ne participons pas à une démocratie mondiale. Citoyen, ça veut dire une démocratie mondiale avec un pouvoir. Non, je crois qu'il faut aspirer à un civisme mondial, c'est-à-dire un respect réciproque. Et je crois que cela sera difficile, mais cela ne doit pas être exclu. Mais je ne crois pas à la citoyenneté mondiale, et dans tous les cas, je ne militerai pas pour elle. Vous savez, être citoyen français, être invité en même temps à être citoyen européen, se coller sur le dos de la citoyenneté mondiale, c'est-à-dire avec des gens qu'on n'aura jamais vus et qu'on ne verra jamais, ça me paraît un peu un rêve. Et les communications par Internet ne suffisent pas à transcender les contradictions qu'il y a entre les civilisations, les héritages historiques. Enfin, non. De grandes zones du monde, des communications, la recherche de la paix, etc. Oui, j'y crois profondément, mais que chacun reste ce qu'il est. Je suis un vieux conservateur. Je peux dire que dans ma famille, il y a tel de mes fils qui imagine qu'il y aura une cyberdémocratie, une cyber-citoyenneté. C'est une citoyenneté sans substance. La citoyenneté, c'est un enracinement dans un sol, dans une langue, dans une culture. Est-ce que le monde gagnerait? Est-ce que tout le monde parle la même langue? Qu'est-ce qu'il gagnerait? Que le commerce serait plus facile? Est-ce que c'est ça qu'on cherche seulement? Est-ce que la disparition des cultures propres de chaque pays est l'objectif que nous devons rechercher? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'harmonie entre cultures différentes? Ce qui est tout à fait différent.